Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre quel est l'état du marché du crédit immobilier à l'heure actuelle, alors que l'année 2022 n'est pas tout à fait finie, mais nous allons quand même tenter de tirer un premier bilan des dossiers qui passent ou ne passent pas en lien avec le taux d'usure en cette fin d'année. Pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir de recevoir Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Cécile Roclor. Alors, l'année n'est pas tout à fait finie, mais on se dirige quand même doucement vers la période des fêtes de fin d'année avant le 1er janvier, ou peut-être que ce sera le 2 janvier, mais où en tout cas le taux d'usure sera revu normalement à la hausse. Si on regarde cette année 2022, on a suivi il y a quelques mois un certain nombre de courtiers qui tiraient la sonnette d'alarme vis-à-vis de la méthode de calcul du taux d'usure, vis-à-vis de la hausse des taux pratiqués par les banques. Est-ce que cette année va être aussi catastrophique que certains ont pu le dire, selon vous, Cécile Roclor ? Alors non, parce qu'en fait, la problématique du taux d'usure, elle est arrivée réellement en avril et elle a mis du temps à créer le blocage qui n'était pas total non plus. Ce qu'on a vu chez nous, c'est qu'on avait quand même 12% d'augmentation des intentions d'achat cette année. D'accord. 12%, c'est quand même énorme quand on sait de quelles années on part, 2020, 2021, qui étaient des années extrêmement portées sur les projets immobiliers. Bien sûr. Donc les Français ont toujours envie d'acheter de l'immobilier et ceux qui sont passés sur le premier semestre ont réussi à décrocher un financement et dans de très bonnes conditions. Vous le disiez, les taux sont remontés. On est aujourd'hui autour de 2,4% sur 20 ans, on était à 1% en janvier, mais on reste sur des taux qui sont quand même historiquement bas. Donc on a eu un impact sur la capacité d'emprunt et donc d'achat de l'ordre de un peu plus de 10%, mais on reste quand même dans des domaines qui sont de l'ordre de l'acceptable et qui ont permis à ceux qui se disaient ça remonte, il faut que j'y aille maintenant, d'y aller dans de bonnes conditions, en tout cas sur le premier semestre. Le dernier trimestre est plus compliqué, le taux d'usure, vous le disiez, c'est une vraie contrainte, des dossiers qui passaient avant ne passent plus maintenant, pour autant tous les dossiers ne sont pas non plus recalés. Donc pour ceux qui ont eu un projet, certains ont réussi à le mener. Pierre Chapon, même question. Alors ma question va être un peu catastrophiste, vous avoir votre réponse, mais est-ce que quand on est courtier en fin d'année 2022, on peut continuer à travailler quand même ? Oui, on peut continuer à travailler et on a même une valeur ajoutée particulière parce que de fait le robinet du crédit se referme partiellement. Il y a des banques qui veulent être plus sélectives sur les dossiers, des banques qui veulent même complètement freiner le crédit. Du coup, il faut savoir comment naviguer ce marché-là. Donc oui, on sait travailler et on a pas mal d'emprunteurs qui sont encore dans une démarche où ils se disent les taux sont finalement pas si énormes que ça. Bien sûr, c'est plus dur d'accéder au crédit. Donc je m'entoure pour maximiser mes chances de finaliser le projet. Donc oui, on travaille avec des difficultés, un métier qui évolue, mais il y a de quoi faire. Quand on a un taux moyen à 2,4, vous nous disiez, et un taux d'usure à 3,05, on arrive à faire passer des dossiers si tant est qu'on ait le bon profil d'acheteur. Cécile Roclor peut-être, et ensuite Pierre Chapon. Oui, on arrive à faire passer. Alors c'est sûr que si vous êtes un quadra ou un quinca, l'assurance emprunteur va coûter plus cher, va peser dans ce qu'on va comparer au taux d'usure, c'est-à-dire le TAEG, qui englobe tous les frais du crédit. Donc effectivement, ça sera un peu plus difficile. Si vous avez un dossier un peu fragile, vous allez avoir un taux de crédit qui sera plus élevé. Et là aussi, ça vous laissera moins de marge de manœuvre. Mais globalement, il y a une volonté quand même des banques, et on l'a vu tout au long de l'année, de continuer à poursuivre l'accompagnement du financement. Alors avec cette contrainte forte qui était de dire je ne peux pas réappliquer le coût du financement que je subis, l'OAT était multiplié par 3. Oui, bien sûr. Quand le coût de l'argent est multiplié par 3, mais que vos taux de crédit, vous les multipliez par 2, on voit bien qu'il y a un effort substantiel de la banque pour continuer à prêter. Et donc quand on est à la limite, on trouve encore des solutions en jouant sur l'assurance emprunteur, sur les quotités, sur la façon dont on va monter le dossier de financement. Effectivement, tout le monde n'y a pas accès. Il vaut mieux montrer patte blanche au banquier pour qu'il ait envie de faire un peu d'effort. Mais donc on a quand même, même si les banques augmentent leurs taux, puisqu'il y a des questions de financement du projet de l'épargnant d'un côté ou de l'investisseur, mais il y a également les conditions de financement de la banque de l'autre côté, même si on constate une augmentation des taux, Pierre Chapon, il y a quand même cette volonté des banques de continuer à prêter. Vous constatez que certaines banques ne prêtent plus par hasard, par exemple, parce que moi je vous pose des questions de ce que je lis dans la presse, on lit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Est-ce que vous avez des banques qui ne prêtent plus, par exemple, aujourd'hui ? Alors oui, globalement, les banques sur
sur la deuxième partie de l'année, freinent la production de crédit et donc se montrent beaucoup plus sélectives sur les dossiers qu'elles veulent bien accompagner. D'accord. Donc, oui, il y a quand même un freinage parce que la profitabilité est pas là entre les taux qu'elles peuvent pratiquer et le coût de refinancement. Parce que ça veut dire que financer aujourd'hui pour une banque en dessous du taux d'usure, c'est moins rentable globalement puisque le financement de la banque pour elle-même coûte plus cher et donc on va chercher les très bons dossiers, c'est ça? Tout à fait. On va chercher les très bons dossiers. Donc il y a l'effet des dossiers qui sont techniquement bloqués par le taux d'usure. Donc c'est les petits revenus qui se voient appliquer des taux de base plus élevés qui bloquent et les personnes de plus de 45 ans avec l'assurance emprunteur. Mais sur ceux qui sont techniquement possibles en lien avec le taux d'usure, là ensuite il y a quand même les banques qui font un petit peu leur marché, qui sont plus sélectives parce qu'elles ne veulent pas déployer beaucoup de crédits. Et là du coup on voit un marché un peu à deux vitesses où les beaux profils y arrivent. Avec la hausse des taux, les budgets d'emprunt diminuent puisqu'on est toujours contraint par le taux d'endettement maximum et ceux qui ont de l'apport... Oui, il n'y a pas que le taux d'usure. Il n'y a pas que le taux d'usure qui pose problème cette année au niveau de la solvabilité. Il y a aussi le taux d'endettement maximum croisé avec la hausse des taux qui fait baisser les budgets d'emprunt. Là, les emprunteurs qui ont la possibilité d'augmenter leur apport peuvent financer le projet, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est par ce mécanisme-là d'ailleurs qu'on voit les niveaux d'apport augmenter fortement. Donc on a un peu un marché qui devient plus inégalitaire dans l'accès à la propriété. Un bon dossier. Oui, Cécile Reclor, pardon. Juste pour compléter effectivement ce que disait Pierre, il faut avoir en tête que ce que nous disent nos partenaires bancaires, c'est qu'ils peuvent perdre entre 5 000 et 25 000 euros quand ils font un financement. D'accord. Donc forcément, quand vous perdez de l'argent sur le crédit, vous allez attendre d'autres contributions pour pouvoir rendre l'opération rentable. Ça va jouer sur les contreparties, sur le niveau de revenu et aussi sur l'épargne résiduelle qui est très attendue par les banques. On parle toujours d'apport, mais en fait la banque elle va être attentive à ce qu'elle va pouvoir capter comme épargne qui va lui permettre de rentabiliser l'opération globale. Mais alors, la banque va perdre de l'argent par rapport à ce qu'elle aurait pu gagner? C'est un manque à gagner ou c'est une perte nette? C'est une perte. Pourtant, il y a des intérêts qui sont payés et les intérêts ont augmenté. Donc, comment on explique ça à celui qui va emprunter? Ils n'ont pas augmenté dans la même proportion que le coût de l'argent pour la banque. D'accord, oui, c'est ça, bien sûr. x2. Il y a un écart. Aujourd'hui, les banques disent qu'il faudrait qu'elles tarifient le crédit autour de 3,5 sur 20 ans pour recommencer à gagner de l'argent. Ce manque à gagner, il faut bien aller le chercher quelque part. Alors, elles sont volontaires, elles veulent gagner des clients, mais ça fait le lien avec la sélectivité qu'évoquait Pierre. Du coup, je ne vais pas aller financer n'importe quel type de projet. Je vais financer ceux qui présentent le moins de risques, bien sûr, et ceux qui ont le plus d'atouts pour qu'au global, la relation commerciale, elle soit rentable. Et que le crédit immobilier devienne une sorte de produit d'appel pour la banque. Alors, une question quand même, toujours avec vous, Cécile Reclor. Là, effectivement, moi, je vous ai donné le montant du taux d'usure actuel pour les dossiers, enfin, en tout cas pour les crédits de 20 ans et plus. Est-ce que la situation est la même lorsqu'on emprunte à 10 ou 15 ans? Alors, ce qui est difficile, c'est que le taux d'usure, il n'est pas très éloigné quand vous empruntez sur moins de 20 ans. Il y a 2 centimes, 2 points de base d'écart entre les deux. Par contre, vos frais annexes, ils vont quand même être là si vous empruntez le même montant. Et du coup, ils vont prendre plus de place dans le calcul du TAEG. D'accord. Donc, ça peut être une opération qui permet de gratter, mais excusez l'expression, quelques points de base. Ouais. Et on va plutôt jouer d'ailleurs sur du prêt multiligne, c'est-à-dire de faire 2 lignes de prêt pour que la mensualité elle soit encore absorbable, mais aller chercher ce 1 ou 2 points de base qui nous manquent. Mais par contre, le même montant emprunté, les mêmes conditions sur un taux plus court, sauf à avoir un vrai effet sur le taux de crédit, ça reste quand même marginal, c'est pas ça qui fait le job. Alors, Pierre Chapon, je rebondis sur ce que nous disait Cécile Reclor juste avant. Une banque, pour commencer à être rentable, devrait prêter aux alentours de 3,5%. Ça tombe bien, c'est l'estimation, peut-être la plus pessimiste, mais l'estimation de la hausse du taux d'usure en janvier prochain. Je vous ai déjà posé tous les deux la question il y a 3 mois. Est-ce que la situation, du coup, va se régulariser début janvier selon vous, ou est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres hausses de taux de la part des banques ? Alors, la situation ne va pas se régulariser, elle va être à peu près constante, puisque le taux d'usure va augmenter en effet de 0,4 à 0,5, 0,6 points. Mais en même temps, les banques vont continuer de répliquer des hausses, puisqu'elles n'ont pas encore tout converti les hausses de taux de marché dans les crédits. Donc elles vont prendre la place en fait de la marge d'usure. Donc la situation va être à peu près constante, dans un contexte où les taux de marché, eux, sont à peu près stables. Et en revanche, plus tard dans l'année, si la stabilité des taux de marché et les signaux sur l'inflation peuvent
indiqué que les taux pourraient rester à peu près stables. Dans ce cas, la hausse qu'on anticipe en avril, là, pourrait créer une marge de manœuvre à peu près naturelle pour les banques et leur permettre de commencer à pricer des crédits de manière un peu naturelle avec un peu de marge. Parce qu'en avril, on pourrait se retrouver dans une situation où le taux d'usure calculé sur les 3 mois précédents continue son augmentation, mais les taux de crédit immobilier pourraient, eux, augmenter un petit peu moins et donc ça recréerait un petit peu de souffle pour le crédit immobilier, c'est ça? Tout à fait, c'est ce qu'on anticipe. Ça, c'est dans l'hypothèse où les taux de marché, eux, sont à peu près stables, ce qui est notre scénario central à l'heure actuelle. Bon, alors on donnera dans un instant les guidelines un petit peu pour effectivement maximiser ses chances d'obtenir son crédit immobilier. Cécile Roclor, il y a quelques mois, on parlait beaucoup et on entend encore beaucoup d'opérateurs de marché évoquer un changement de méthode de calcul du taux d'usure. Alors effectivement, ça a fait la une pendant quelques semaines. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène. Est-ce que c'est toujours un sujet? Est-ce que c'est toujours un espoir pour les courtiers ou le dossier est clos et on sait que ça n'arrivera pas? On n'a plus beaucoup d'espoir depuis quelques semaines, mois déjà. Et si on l'a eu un jour, alors oui, ça serait nécessaire parce que si on regarde le niveau de taux d'usure, on parlait tout à l'heure de 3,05, à la même période en premier trimestre 2016, les taux étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui et le taux d'usure était à 4. D'accord. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un écart. Alors on était dans une période de taux baissier, ça aide, mais on voit bien qu'il y a un vrai décalage. Oui, il y aurait besoin de recalculer la méthode. Il y a plusieurs axes possibles, mais aujourd'hui, si on se repositionne dans l'histoire, depuis 2015, le HCSF nous dit qu'il y a trop de crédits, que les banques distribuent trop et que ça constitue un risque systémique, une bulle immobilière. Il a fallu qu'ils arrivent aux recommandations, aux exigences que vous évoquiez tout à l'heure depuis le 1er janvier. Le taux d'usure, en fait, il vient faire le job que n'a pas réussi à faire le HCSF, puisque, en fait, il a naturellement contraint la demande de crédit. Bien sûr. Et c'était l'objectif. Donc, aujourd'hui, avoir une rénovation du taux d'usure, on va quand même pas compter dessus. D'accord, oui. On va plutôt attendre que le marché... Pieux, oui. Oui, je pense que le choix des autorités, c'est d'attendre que ça se régule. L'objectif, c'est une baisse des prix. Quand vous ne pouvez pas jouer sur l'offre de biens immobiliers disponibles et que vous avez toujours une demande forte, il vous reste plus qu'à jouer sur la demande. Et on est dans ce scénario-là aujourd'hui qui aura pour répercussion dans les mois à venir une baisse des prix normalement. Certainement pas homogène et pas valable pour tout le monde, mais c'est l'objectif aujourd'hui des autorités. Et alors, quand on regarde 2023 en tant que courtier, on regarde ça avec autant d'espoir que 2022, puisque vous me disiez que finalement 2022 n'était pas une si mauvaise année. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir en 2023 une année plus compliquée? Alors, on risque d'avoir l'inverse de cette année. D'accord. On va avoir un premier semestre complexe. D'accord. Et puis ensuite, quand ça va se réouvrir, Pierre évoquait avril, et nous aussi, on est sur ces scénarios-là. Ça veut dire que les banques, elles vont avoir moins de 6 mois pour faire leurs objectifs commerciaux. Alors, elles anticipent des objectifs plus faibles en 2023 parce qu'elles savent que le marché va être plus compliqué, qu'il y aura moins de demandes et que l'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat et la psychologie des acheteurs. Mais elles savent quand même qu'il va falloir porter l'activité. Donc, on risque d'avoir une accélération très forte quand ça va se débloquer. Il y a des banques quand même qui vont, dès le début de l'année, essayer de jouer. On évoquait le fait de prendre la marge du taux d'usure pour essayer d'augmenter les taux. Il y a quand même des acteurs qui nous disent aujourd'hui, on va essayer de tenir ça comme on l'a tenu en 2022 parce que le but du jeu, c'est pas de rater notre premier trimestre. Bien sûr, donc, il y a des objectifs commerciaux derrière le crédit immobilier aussi. Exactement. Bien sûr. Oui, donc il faut en faire. Donc oui. on va avoir une année qui devrait être moins dynamique que les précédentes et c'est normal, on est sur un atterrissage de marché, mais il y a quand même l'envie d'acheter de l'immobilier et il y a quand même des banques qui ont des objectifs commerciaux, donc on tape plutôt sur une baisse de 10% des transactions l'année prochaine. Pierre Chapon, du coup, si je suis futur acquéreur d'un bien immobilier, quel est le dossier idéal? Est-ce qu'il faut que j'attende 6 mois et que je me repositionne en avril? Non. Cécile Roclor nous dit non. Quel est votre... Non, clairement non, parce que les taux, ils vont continuer d'augmenter, ça c'est sûr. C'est à peu près prévisible, ça va faire plus 0,5 par trimestre, plus ou moins. Donc c'est à peu près sûr que si on attend avril, on va emprunter à des taux plus élevés. Si on fait partie des acheteurs qui anticipent bien la constitution du dossier de financement, au premier trimestre, on peut reprendre la main sur les vendeurs, on peut continuer de bénéficier de taux bas, en tout cas plus bas qu'en attendant Bien sûr, plus tard dans l'année 2023. Plus on attend, plus les taux vont monter. Ça, plus c'est on une attend, plus les taux vont monter. Okay. Et commencer à mener des négociations qui peuvent être efficaces au niveau du prix. Parce que on peut expliquer aux vendeurs, faire prendre conscience que la tendance, de toute façon, elle est sur la baisse des budgets d'achat. Et donc, on va être sur une année un petit peu de retournement où les acheteurs reprennent la main. Et si on est un acheteur qui reprend la main fermement dès le début de l'année, on peut peut-être anticiper une baisse de prix tout en sécurisant un financement encore pas trop cher.
Et donc je pense qu'il faut être à l'achat, mais de manière exigeante. Un bon dossier, c'est un CDI, voire 2 CDI, et un apport qui permet de venir compléter si jamais on n'a pas le crédit nécessaire, c'est ça ? Oui, alors les fondamentaux, ils changent pas beaucoup. Hein. Oui, d'accord. Les fondamentaux, c'est de la visibilité sur des revenus, donc CDI ou en tant qu'indépendant ou profession libérale avec de l'historique. L'apport, en fait, les banques, elles n'ont pas tant que ça requis des apports supérieurs. L'augmentation des apports qu'on voit, c'est pour compenser la baisse de l'enveloppe de financement qui est accessible. Bien sûr, parce que le prix n'a pas suffisamment bougé. Parce que le prix n'a pas suffisamment bougé. Donc, si le projet est bien dimensionné, le profil de l'acheteur qui peut acheter, il n'a pas vraiment changé, sauf donc dimensionnement du projet et taux d'usure. Cécile Roclor, si vous aviez un conseil à donner en 10 secondes. Ne pas signer de compromis sans avoir fait estimer sa capacité d'emprunt et la réactualiser de façon régulière parce que les taux augmentent tous les mois. On a tendance à oublier, on pense qu'il y a 3 mois c'était bon et ça sera bon aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc capacité d'emprunt et réestimation. Et réactualisation. Merci beaucoup Cécile Roclor, directrice des études d'empruntisme. Merci Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.